Voilà, je pense qu'on est en live. Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Jérémy Mercier. Je suis avec Louis Fouché aujourd'hui, euh, réanimateur, anesthésiste à Marseille, du collectif Réinfo Covid. Aujourd'hui, on va parler de désobéissance civile parce que il y a cette journée du 1er février qui a l'air d'être un tournant, qui pourrait être un tournant en tout cas, puisqu'il y a des projets de réouverture de restaurants et de vraiment d'agir concrètement dans la matière. Bonjour Louis Fouché. Bonjour Jérémy, ça va? Ça va très bien. Toi aussi, j'ai l'impression. Alors, on a des vies un peu trépidantes, c'est ce qu'on disait juste avant. Nos vies sont vraiment trépidantes, ça bouge dans tous les sens. Et cette semaine, elle me paraît particulièrement bizarre. Je sais pas comment dire. Hein, je sais pas comment ça se passe pour toi là. On ne sait pas dans quel sens ça va. J'ai l'impression que peut-être même au niveau du gouvernement, ils savent pas trop. Je sais pas s'ils contrôlent tout, quoi. Voilà. En tout cas, il y a vraiment un mouvement qui, pour moi, qui me paraît inédit depuis le début de cette crise Covid entre guillemets, qui est un espèce de réveil citoyen, de vouloir récupérer ses droits, ses libertés, à juste titre. Hein. Et j'aimerais qu'on parle de cette histoire, de cette notion de désobéissance civile, qui est pas forcément une notion qui est hyper connue ni bien comprise, mais qui peut vraiment faire la différence aujourd'hui. Voilà. On va peut-être réintroduire du coup cette idée de désobéissance civile. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Comment tu vois ça, toi? Ouais, ça marche. Je vais essayer de répondre, Jérémy. Mais d'abord, je dis juste, je parle pas en tant que médecin aujourd'hui. Je parle en tant que porte-parole d'un collectif. Donc, c'est plus facile pour moi. Je vais pas être sur la ligne rouge de l'ordre des médecins ou de ma. D'accord, ok. Voilà. Donc On parle pas c'est de le médecine. citoyen Louis Fouché. C'est le citoyen Louis Fouché aujourd'hui. Citoyen Louis C'est ça. Fouché, exactement. Et puis porte-parole d'un collectif Réinfo Covid qui a quand même cette vocation-là aussi d'aller travailler sur la règle, sur le droit, sur infléchir la politique sanitaire pour qu'elle soit plus juste et plus proportionnée. Donc à ce titre-là, j'incarne aussi ça, et avec une posture qui est clairement celle de la non-violence en fait. Donc nous, on a décidé une fois pour toutes que on a commencé par être en colère en fait, vraiment en colère. Et on a commencé par avoir peur, comme tout le monde au début. On a transformé la peur en prudence en retouchant le réel. Et puis après, on a été en colère face à ce qu'on voyait, au fait de pas soigner les gens, de pas le faire correctement, de raconter n'importe quoi en termes de narration traumatique à la population. Et puis cette colère, on a essayé de la transformer en courage. Le courage justement d'essayer d'agir, quoi. Donc effectivement, la désobéissance civile, on est sur un sujet chaud en fait entre guillemets, parce que dès qu'on parle de ça, les autorités se raidissent, quoi. D'un coup, il y a, on va attaquer le pouvoir, on va attaquer l'ordre social, c'est ça? Donc là, ça fait peur. Ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur aux bons bourgeois, ça fait peur à la police, ça fait peur même aux gens eux-mêmes de se dire est-ce que je suis capable d'aller là-dessus? Donc, On n'est pas habitué. Enfin, dans le quotidien, on est habitué dès l'école à obéir en fait. Et ouais. quand on désobéit, ça se passe pas bien. On est collé, on a une mauvaise note. Il y a une remarque dans le carnet. Moi, j'en ai eu plein pendant ma scolarité. J'étais un très bon élève, mais j'étais dissipé entre guillemets. Et du coup, c'est un mauvais souvenir pour beaucoup de gens. Dès qu'on désobéit, ça se passe pas bien. Et là, on dit que c'est le moment de désobéir à l'État, à des règles. Waouh, comment on fait quoi? Ouais, tout à fait. Et puis moi, ça c'est mon arrière-grand-père qui me disait ça. Il disait tu peux faire des conneries, mais fais-les bien. Et donc, D'accord. Okay. quand on parle de ce sujet-là, je pense qu'à la fois parce qu'on est en public, il faut qu'on soit très mesuré dans les mots qu'on utilise pour pas être d'emblée un dangereux anarchiste qui veut faire voler en éclats, mais en Bien même sûr. temps arriver à mettre les concepts comme il faut pour donner du re-empowerment aux gens et leur permettre d'agir dans la matière, comme tu disais. Parce que là, on a vraiment besoin d'agir dans la matière, parce qu'il se passe des choses dans la matière qu'on ne doit pas laisser faire et qu'il faut pas supporter. Mais la désobéissance civile, c'est un concept qui vient déjà de loin. Hein. Bon, déjà chez Solo, ensuite chez Gandhi, et puis Nelson Mandela. Enfin, il y en a plusieurs qui l'ont utilisé. L'idée de ne pas respecter une règle qui paraissait aberrante en fait, ou qui paraissait injuste. Et en fait, c'est marrant parce que ça dépend pas vraiment de la règle. Moi, je voudrais aller plus loin, c'est que ça dépend des prémices qui ont servi à établir la règle. C'est-à-dire qu'il y a des gens, par D'accord. exemple, qui ont accepté le confinement. Voilà, on leur a dit c'est pour le bien de tout le monde, on sait pas, ça va, il faut tous faire un effort pour le bien commun. Les gens ont dit ok, ça va, je vais le faire, je vais me plier au jeu. Alors que c'était un jeu difficile à jouer, hein. Ça s'agissait d'arrêter de bosser, puis les gens ont même essayé de faire le meilleur pour un certain nombre d'entre eux. Ils ont dit bon, j'ai passé du temps avec ma famille, passé du temps à réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire. Bon, ok, ça m'a paru juste. Et puis il y a d'autres règles qui sont arrivées, qui par contre ont été extrêmement choquantes, comme le masque pour les enfants à l'école. Et il y a des gens qui ont dit mais attendez, on comprend pas. Les enfants ils sont pas malades, ils sont pas vecteurs.
Et on nous dit qu'il faut leur mettre des masques. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi on fait cette règle-là? Même les masques dans la rue. Les gens disent, mais attendez, vous n'allez pas en mettre. Maintenant, vous dites qu'il faut en mettre. C'est dans la rue, c'est n'importe quoi. Enfin, et les prémices qui sont en amont ont commencé à être questionnées. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui a servi à établir la règle? Et c'est quelque chose d'important parce qu'en fait, la règle qu'on se donne, c'est elle qui structure le nous. Et à partir du moment où les prémices qui ont servi à établir la règle sont perçues comme injustes, eh ben, le nous vole en éclats. Et on est obligé de recomposer le nous. Donc, se donner d'autres règles du jeu. Je parle de nous parce qu'en fait, souvent, les gens, ils seraient tentés de transgresser la règle de manière individuelle. Absolument. Et à mon avis, une des erreurs de la désobéissance civile dans une version qui serait pas bien comprise, c'est d'aller challenger le pouvoir alors que vous n'êtes pas au niveau pour le challenger. Parce que là, vous allez vous faire fouler au talon, vous allez vous faire, voilà, vous allez vous faire écraser du bout du pied par le pouvoir. Parce que le rapport de force est super inégal. Si on est seul face au pouvoir, on n'est rien, quoi. Et c'est pour ça que c'est un des concepts clés, je pense, de la désobéissance civile, c'est que ça se fait à plusieurs. Exactement. Et c'est, voilà, c'était une introduction pour arriver à ce que tu dis, c'est que ça se fait à plusieurs. Parce que si vous êtes tout seul, vous serez laminé. Et vous êtes laminé, en plus, c'est utile au pouvoir. Pourquoi? Parce que quand il lamine quelqu'un, il fait ce qu'on appelle un bouc émissaire. Et le bouc émissaire, c'est justement quand il y a de la violence mimétique, c'est-à-dire le pouvoir vous a fait de la violence, le peuple répond par de la violence. C'est sur René Girard, dans un livre qui s'appelle La violence et le sacré. Toute l'œuvre de René Girard, elle est consacrée à cette idée de désir mimétique, de violence mimétique et de résolution de la violence mimétique qui va jusqu'à la guerre. C'est-à-dire à force de violence, au début vous commencez par vouloir le jouet de votre frère et puis après vous finissez par vous taper dessus. Vous savez même plus pourquoi à la fin. Après ça continue, vous voulez la femme de votre pote et puis vous vous tapez dessus et en fait la femme c'était pas si important. Vous vouliez être l'autre. Et c'est un des trucs à percevoir, c'est qu'il y a une rivalité dans la violence d'individuation, c'est-à-dire, bon, je vais peut-être un peu loin pour le début là, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le pouvoir vous impose quelque chose parce qu'il veut se structurer, parce qu'il a besoin de tenir quelque chose parce qu'au fond, c'est en train de lui échapper. Donc un pouvoir qui devient totalitaire et qui se raidit, c'est parce que déjà, ça lui échappe. Et ça, si vous avez ça en tête, vous savez que c'est un judo en fait. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'aller exercer trop de violence, vous, au contraire, et qu'il faut sortir de la violence mimétique. Sinon, vous allez vous faire laminer à la fin par un bouc émissaire, par la création d'un bouc émissaire. Et si c'est vous qui avez désobéi tout seul, parce que vous avez envie de lancer une brique dans le truc en disant, mais vous arrêtez de me faire chier, quoi, je veux ouvrir mon resto quand même, vous risquez d'être le bouc émissaire et de servir d'exemple pour justement que ça rétablisse la règle et que le pouvoir ait repris son emprise et restructurer un nous par la violence. Donc, vous pouvez pas espérer, à mon sens, et c'est pour ça que je suis dans une voie de la non-violence, en fait, une espèce d'aïkido, vraiment, c'est-à-dire, je danse avec l'autre, il essaye de me précipiter, mais je vais retomber sur mes pieds, et à chaque fois, les prises qu'il fait, toc, je suis suffisamment souple, suffisamment pour, hop, ça me fait un tout petit peu bouger la cheville, mais ça va, je tombe pas. Puis à un moment, je vais laisser l'autre s'engouffrer dans son vide, dans un vide, utiliser sa force et le faire tomber, quoi. Bam. Très belle image. Mais c'est sa force, c'est sa force. Regardez là les vidéos de Mifune, M-I-F-U-N-E. Donc c'est un vieux monsieur de 80 ans ou plus, quoi, qui met la pile à ses élèves qui sont 14e dan de je sais pas quoi. Et vous regardez comment il fait, c'est vraiment une danse hyper élégante où il y a aucune force. Pourtant, quand il tombe, les mecs, ils tombent hyper lourdement. Vous avez vu retourner un gars qui fait 2 fois son poids, alors que c'est un petit vieux tout maigre, tout malingre. Mais bon. Donc ça, je pense, déjà, si vous avez ça en tête, cherchez à danser avec quelqu'un et à le faire tomber par son propre trébuchement. C'est ce qui se passe dans la marche des Salines de Gandhi, c'est-à-dire ils marchent et ils se font taper dessus par le pouvoir anglais et ils montrent à tout le monde, parce qu'ils ont préparé le coup et que c'est médiatisé à outrance, que tout le monde le voit, ils montrent où est la violence et qui est la violence. Et donc là, d'un coup, la marche, elle inonde tout le reste. Tout le reste se disent mais c'est injuste, il y a quelque chose qui va pas. On peut pas laisser bastonner comme ça des gens pour pas de raison, qui n'ont rien fait, etc. C'est profondément injuste. Et donc, d'un coup, le mouvement grossit de manière énorme, en fait. Et ça y est, le rapport de force est inversé. Ça n'est plus tenable pour le pouvoir dans sa violence. Donc, ça, c'est un point important, c'est de dire, je vais me laisser taper dessus, mais je suis pas tout seul. Et je sais ce que je risque quand je me fais taper dessus. C'est fort quand même. C'est un engagement qui est pas anodin quand même. Ouais, mais je peux parer les coups. Et surtout, je peux avoir prévu que le coup de l'autre va le faire tomber. C'est-à-dire que avoir un coup d'avance, c'est-à-dire vous faites une bêtise, vous faites une désobéissance, mais vous savez ce que vous risquez déjà, et le risque est acceptable pour vous, est acceptable pour votre famille. Vous mettez toujours pas que vous en jeu quand vous faites ça. Vous mettez en jeu votre famille, vous mettez en jeu votre vie sociale, vous mettez en jeu votre boulot, votre survie, quoi. Donc vous savez ce que vous risquez.
Donc là, il faut aller voir. Les peines, elles sont définies par la loi. Qu'est-ce que vous risquez? Donc il faut choisir la bonne peine, celle où vous n'avez pas de prison, celle où vous n'avez pas de. Et c'est pour ça que souvent il faut choisir un objet symbolique. Vous vous souvenez des décrocheurs de portraits? Et pourtant, on leur a tapé dessus aussi. Enfin, on a cherché, mais les décrocheurs de portraits de Macron, c'était éminemment symbolique, c'était extrêmement bien choisi en fait. La peine encourue était faible, mais par contre, ça permettait de faire une démonstration publique, de montrer et de changer le rapport de force. Alors, c'est un élément parmi d'autres, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'une fois que vous savez ce que vous risquez, et que vous êtes à plusieurs, vous préparez le coup. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous avez des avocats, que vous tenez le droit. Et ça, c'est une chose fondamentale. C'est-à-dire, si vous décidez d'aller outrepasser une règle, il faut que vous ayez les moyens de vous défendre au niveau juridique. C'est très très important parce que c'est l'état de droit. C'est vraiment ça le droit. C'est la structure de la règle qui nous tient ensemble. Et il y a plein de choses pour vous défendre dans les outils qu'il y a déjà. Je vous disais, en fait, c'est un système en train de s'effondrer et vous essayez de bâtir une bulle de cohérence à l'intérieur de ce système qui est malade et qui est en train de s'effondrer. Et vous la bâtissez en refusant certaines choses qui vous permettent de structurer un nous. Il est important que nous travaillions. Il est important que nous ayons de la liberté d'expression. Il est important que nous gagnions notre vie honnêtement en faisant un travail qui sert au groupe. Je nourris des gens, ça n'a aucun impact sur l'épidémie, c'est une absurdité, etc. Vous êtes bien chevillé sur ce truc-là. Et de quoi vous avez envie à la fin, c'est de restructurer un nous, pas de casser quelque chose qui est déjà en train de se détruire. Ça, c'est l'intention, ça change. Si vous êtes en train de vouloir casser un boss de fin de niveau qui est trop gros pour vous, ça va pas. Il faut pas aller sur un boss de fin de niveau qui est trop gros. Il faut aller là où il faut. Et là où il faut, ça commence par se mettre en lien avec d'autres. Donc, montrez aux autres que votre lutte est légitime et juste. Parce que si jamais vous commencez par aller casser la gueule à quelqu'un, en fait, non, ce sera pas juste et pas légitime. Et c'est ce que cherche à faire la calomnie en permanence. C'est-à-dire le pouvoir, par son organe médiatique et les sophistes des médias, cherche à décrédibiliser les actions de désobéissance civile en disant « Regardez, ce sont de dangereux complotistes. Regardez, ce sont de dangereux anarchistes. Regardez, ce sont de dangereux gilets jaunes. » On sait tous que c'est pas vrai. Mais ils ont quand même réussi à trouver des failles, ou même à l'orchestrer eux-mêmes, à faire que des black blocs payés par le pouvoir viennent mettre la merde dans une manif. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que vous le savez. C'est-à-dire que si vous faites une manif ou une désobéissance, vous avez des gens qui sont là déjà pour juguler ça. Vous avez un service d'ordre extrêmement bien construit, bien identifié, marqué qui dit « Nous sommes les Gilets jaunes et le service d'ordre des Gilets jaunes. Il y a des mecs en noir qui arrivent, que les flics laissent passer. Nous allons les nasser, les cadenasser et ils vont rien faire. » Et nous allons reprévenir la police 40 fois. On a déjà 50 personnes sur des standards qui sont prêts à téléphoner au préfet en disant « Il y a des gens qui ne font pas partie de la manifestation, etc. » Vous êtes prêts à appeler la police elle-même. Vous avez des témoignages, vous pouvez les lister, vous avez filmé les choses, vous les avez montrés et vous pouvez médiatiquement montrer l'imposture. Et il faut répondre à l'imposture systématiquement. Il y a de la calomnie, vous êtes prêts à répondre. Droit de réponse, bim. Pas de droit de réponse, attaque au pénal, bim. Entrave à la liberté d'expression. Vous avez des outils juridiques pour le faire. Et donc, il ne faut pas les laisser filer. Et vous avez aujourd'hui des avocats qui sont en extrême souffrance du fait que les médias et le pouvoir exécutif passent leur temps à nier l'existence du pouvoir législatif. Du pouvoir judiciaire, pardon. Oui, judiciaire. Des avocats. Et donc, en gros, c'est les médias qui se retrouvent à juger en première et dernière instance de l'issue d'un conflit. Mais pas du tout. C'est pas ça. Normalement, il y a un pouvoir qui est là pour ça, qui sont les juges, les avocats et les tribunaux et la règle de droit. Et donc, ces gens-là, ils sont dans une souffrance extrême. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si vous leur tendez la perche, ils vont la prendre. Et ils vont prendre leur revanche sur les médias. Et ils vont prendre leur revanche sur le pouvoir exécutif. Ok, donc ce que tu veux dire là, c'est qu'en fait, sans qu'on s'en rende compte, nous, citoyens, il y a plein d'avocats qui sont prêts à mettre la main à la pâte bien sûr. Pour nous aider, nous citoyens qui souffrons de restrictions basées sur du vent, et à nous aider donc à rentrer dans cette désobéissance civile, à nous aider avec l'état de droit. C'est bien ça que tu veux dire? Alors plein, je sais pas s'il y en a plein, j'ai pas de façon de compter, mais il y en a, et surtout, c'est comme celui qui va désobéir au niveau civil doit commencer par souffler sur les braises de tous ceux qui ont un doute, avant de commencer à agir, il doit commencer déjà à se mettre en lien, créer un petit feu qui va bien, avoir quelques actions qui sont efficaces, pas risquées et qui vont lui permettre d'exister, et qui sont exemplaires en termes de justice, de posture non violente et qui donnent envie en fait. Si vous allez casser la tête à des gens
Il y a personne qui va avoir envie de venir avec vous. Il y a personne qui a envie d'aller se battre. Au fond, l'humain, très profondément, il aspire à la paix. Il aspire à vivre en société. C'est un être d'amour, un être de partage. On est dirigé par des gens qui sont pervers, paranoïaques, et eux sont malades, en fait. Qui ont perdu ce sens-là profond de l'humain. Mais c'est quelques-uns qui sont malades. L'immense majorité des gens, ils aspirent au bien commun. Donc, faut avoir confiance dans l'humain. Mais pour ça, faut leur montrer quelque chose de désirable et exprimer le meilleur de vous, quoi. Et être, comme tu l'as dit aussi, très organisé. Donc ça demande vraiment de se mettre en réseau. Et j'ai envie de faire un appel aussi. Sous la vidéo, mettez où vous êtes, où vous vous trouvez, pour pouvoir ensuite vous retrouver. Dites, moi, voilà, j'habite Marseille, machin, et moi, je suis prêt à m'organiser. Il faut créer des réseaux parallèles là, en fait, vraiment. Fait. Mais en plus, il faut se rencontrer en vrai. Pardon, vas-y. Ouais, ce dont je vous parle, il y a des gens qui ont déjà cette connaissance-là. Si vous voulez, c'est pas moi qui la pose. Hein. Si vous prenez Extinction Rébellion, si vous prenez des mouvements comme Otpor en Serbie, c'est des gens qui ont même créé des logiciels. Alors, ils ont été utilisés ensuite par d'autres à des fins de déstabilisation politique, par les services secrets américains et autres. Ça a été utilisé. Hein. Otpor c'est un article du Monde Diplo il y a quelques mois qui expliquait très bien ça. Mais en gros, la voie de la non-violence est extrêmement efficace. C'est la plus efficace de toutes. Et surtout, permet d'ouvrir un autre avenir que de mettre un autre totalitarisme à la place d'un autre totalitarisme. C'est-à-dire, si vous allez dans la violence, il y a des chances que déjà de vous faire laminer, mais quand bien même vous mettriez énormément de violence, vous auriez l'armée avec vous, je sais pas, moi, on peut rêver, hein, vous reprendriez le pouvoir de manière violente, vous mettriez un autre totalitarisme à la place. C'est illusoire. Donc, il y a un moment où il faut accepter que vous ne pourrez pas éradiquer l'ennemi. Mais pour revenir à des cas pratiques appliqués, c'est-à-dire qu'avant de commencer à faire quelque chose, vous avez prévu le coup derrière. Vous le faites pas par exaspération, vous le faites pas par colère. Vous le faites de manière courageuse, centrée. Vous êtes droit sur ce que vous voulez derrière. Je veux pouvoir travailler, etc. Ok, on va se mettre dans un groupe de restaurateurs. Plus qu'un groupe de restaurateurs, un groupe de restaurateurs et de citoyens. J'ai déjà les gens qui vont venir manger dans mon resto. Je sais déjà qui ils sont. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord même avec le fait de prendre ce risque-là. Et je leur ai dit ce qu'ils risquaient. Si vous êtes pris en train de manger dans un restaurant le 1er février, qu'est-ce qui se passe, quoi? Mais au-delà de ça, je leur ai dit ce qu'ils risquaient et j'ai déjà mis en place des avocats. Ils savent déjà quelle procédure on fait directement pour venir vous chercher. Et là, vous le faites. Et vous allez voir qu'en fait, c'est imparable. C'est d'autant plus imparable si vous mettez en place qu'il y a une petite table pour les policiers municipaux qui est prête pour eux, avec un repas qui est déjà servi. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Vous avez des fleurs en fait pour les policiers en disant on sait que c'est dur pour vous aussi, on vous demande de faire des choses qui sont injustes. On sait très bien que vous voudriez aller chercher des bandits et pas mettre des amendes pour défaut de port du masque ou des conneries comme ça, quoi. Et donc de rentrer de contact à humain à contact humain et à parler au jeu, c'est-à-dire vous dites pas au policier ce qu'il doit faire. C'est lui qui va décider en conscience au niveau éthique ce qu'il doit faire. S'il fait semblant qu'il a rien vu, qu'il passe son chemin, tant mieux. Vous pouvez lui souffler l'idée, mais vous pouvez pas lui dire de le faire. Vous pouvez juste lui dire moi, tu sais, voilà, je suis en train de crever. Je suis en train de crever je peux plus bosser. J'ai peur tous les jours pour l'avenir de ma famille, pour payer mon crédit, etc. Je pense au suicide, en fait. Et c'est la réalité de beaucoup de restaurateurs et de petits entrepreneurs aujourd'hui, hein. C'est-à-dire que la question, elle revient en boucle dans leur cerveau. Mais comment je fais, quoi? Comment je fais? Je peux rien faire vis-à-vis du pouvoir, etc. Et avec de la colère qui monte. Et donc, juste, vous pouvez dire ça aux gens. Tu sais, moi, j'étais en colère maintenant, puis à un moment, j'ai décidé d'agir. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je sais faire? Moi, je sais faire à manger. Je sais servir des repas. Je vais le faire. Les gens le prendront pas. Et voilà. Après, est-ce que tu veux bien me laisser faire ça? Ou en tout cas faire semblant de pas le voir? Qu'est-ce que tu veux pour que je puisse me laisser faire? Et rentrer dans un vrai dialogue d'humain à humain. Et puis vous allez voir, vous tombez sur quelqu'un de buté qui vous met l'amende. Mais c'est pas grave. Vous dites avec les citoyens, est-ce qu'on est prêt à partager l'amende? Est-ce que quand même ça me permet de vivre? Est-ce que ça permet de manière exemplaire de montrer à d'autres qu'au-delà de cette amende, de cette fermeture administrative, d'autres peuvent ouvrir? Mieux, vous êtes plein de restaurateurs qui ouvrent en même temps. C'est injugulable. Ça, c'est le projet du 1er février pour le coup. C'est ça, c'est une opération massive. Je suis pas un agitateur ni rien. Je donne aucun conseil. On parle de scénarios, Jérémy, là, fictifs. Hein, on parle pas de choses réelles du tout. On est dans le virtuel. Mais je dis ça parce qu'on va être publiquement retransmis. Et donc voilà, moi, j'ai aucune envie de déstabiliser le pouvoir dans ce sens-là. Je pense qu'au contraire, il faut aider le pouvoir à évoluer. Cette crise, elle est là pour faire évoluer plein de choses. Et donc, il y a un refus, il y a quelque chose qui se raidit, quoi. Mais voilà, la crise, c'est une maladie, en fait. Et la maladie, elle est là pour nous faire grandir, en fait, pour nous permettre de comprendre des choses de fond, des choses qu'on avait à transformer, à réformer de manière fondamentale. Les gens, ils sont malades parce qu'ils sont obèses, hypertendus, diabétiques.
D'accord, mais on peut travailler sur l'obésité, le diabète, l'hypertension, parce qu'en fait, on peut travailler dessus. On bouffe moins de sucre, on bouffe moins de sel, on est moins stressé. Déjà, ça va mieux. Hein. On fait attention à ce qu'on mange, on fait attention à ce qu'on achète, mais ça va plus loin. C'est qu'après, de manière réticulaire, on réforme le système agroalimentaire, on réforme le système du travail parce qu'il nous maintient dans un stress permanent de la start-up soi-même dans une start-up nation et que tout le monde est dans la compétition toute la journée à avoir peur de tout. Qu'on nous maintient dans des narrations de la peur justement pour nous asservir. Donc finalement, cette crise-là du Covid, tu pars juste de la maladie et de ses facteurs de risque, t'en arrives à toute la société qu'il faut réformer. C'est ça. Et c'est pas nouveau. Si tu veux, ça c'est le principe même d'une vision holographique. Holon en grec, c'est entier tout. Et graphène, c'est le dessin d'ensemble. C'est que c'est des fractales, quoi. La petite volute est dans une moyenne volute qui est dans une grande volute. Et si tu regardes la petite volute, en fait, c'est le même schéma que la grande volute. Comme dans un show romanesco, c'est l'histoire des fractales. Donc en fait, cette crise, tu peux la prendre à n'importe quel endroit que tu veux, elle va te dire la même chose si tu la déplies. Mais donc elle nous dit beaucoup de choses, quoi. Et concrètement, alors donc il y a cette action peut-être des restaurateurs le 1er février, bon, qui a l'air de s'organiser. Après, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas restaurateurs, qui sont des citoyens, voilà, lambda entre guillemets, et qui veulent participer, qui veulent résister d'une manière intelligente, qui veulent que les choses actuelles bougent, que les restrictions arrêtent. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Moi, par exemple, je vais parler de mon cas personnel. Moi, j'étais à Nantes, donc moi, je suis exilé en Estonie depuis 3 mois maintenant, puisque j'ai quitté la France juste avant le deuxième confinement, parce que j'avais été prévenu 1 mois à l'avance. Hein. C'est juste pour rappeler c'est pas une histoire de santé, c'est une histoire de politique. Hein. J'ai été prévenu 1 mois à l'avance de la date précise du deuxième confinement. J'ai pas la date du troisième. Je suis désolé, je peux pas vous la donner, je ne la connais pas. Mais donc je suis parti. Et à l'époque où j'étais à Nantes, j'étais un des seuls. Du coup, on peut pas appeler ça de la désobéissance civile. J'étais un des seuls dans les rues à ne pas mettre le masque. Jamais j'ai mis le masque dans la rue. Jamais, jamais. Et à chaque fois, je croisais des gens qui mettaient pas le masque. C'était que des fumeurs, quasiment. Donc, j'ai toujours une grande déception parce que je me disais, ouais, enfin quelqu'un. Et en fait, non, c'était un fumeur. Bref. Et moi, c'est ça qui m'a fait aussi partir, c'est de voir qu'il y avait si peu de soutien. En tout cas, il n'était pas visible. Et je me sentais vraiment très, très seul. Et du coup, presque, les autres étaient un peu une menace pour moi. Ils auraient pu me dénoncer ou m'attaquer, m'agresser. J'avais des regards de gens pas contents parce qu'ils avaient peur. Ils étaient sous l'hypnose que le gouvernement a induit et maintient en permanence. Et du coup, moi, je me sentais plus bien. Donc, je suis parti. Et alors, évidemment, il n'est pas question que tout le monde parte. Tout le monde ne peut pas, de toute façon, et tout le monde n'a pas envie. Moi, je suis très bien en Estonie, mais bon, c'est un autre sujet. Qu'est-ce que les gens ils peuvent faire dans leur quotidien aujourd'hui s'ils veulent désobéir d'une façon qui soit efficace et qui puisse avoir un effet boule de neige et qui va donner aux autres l'envie peut-être de se réveiller et de retourner la situation? Je parle du quotidien, là. Ouais. Et ben justement, c'est intéressant la question que tu poses, parce que cette histoire de masque, elle paraît très anodine, mais elle l'est pas, en fait. Elle l'est pas du tout. Parce oui, pas du tout. Elle touche à quelque chose de fondamental, c'est qu'est-ce qui nous fait faire société ensemble. Et tu l'as dit, il y a des gens qui portent le masque, qui voient ceux qui n'en portent pas comme des dangers. Ah oui. Et il y a ce discours qui revient régulièrement dans les médias, c'est oui, mais si ça continue, c'est qu'on n'a pas assez fait. On devrait mettre encore plus le masque. C'est la faute de ceux qui font pas ça. Là, bientôt, ça va être double masque même maintenant. Ouais, ça va être la faute de ceux qui se font pas vacciner. Ça va être la faute de ceux qui. Donc, en fait, il y a cette rhétorique de la faute qui est présente. Et là encore, je crois que c'est une histoire de rapport de force et de société. C'est-à-dire, t'as plein de gens qui sont au fond, ils ont des doutes sur le masque dans la rue. Parce qu'on est d'accord. En fait, ça paraît absurde. Et puis sur le couvre-feu à 18h, après on te laisse t'entasser à Carouf le samedi matin pour on ferme les petits commerces qui ont besoin de vivre pour flatter les grosses surfaces, mais on voit bien qu'il y a un truc qui va pas. Les métros sont bondés. Par contre, on ferme les lieux de culture et tout ça. Bon, donc on voit bien que ça colle pas à ces mesures sociales. Donc scientifiquement ça colle pas, mais déjà en termes de bon sens ça colle pas. Et donc pourquoi les gens ne le voient pas? Je pense que les gens le voient, mais qu'il y a un truc fondamental. Jürgen Habermas, dans l'éthique de la discussion, c'est une des phrases du tout début du livre. Il dit il y a une double fragilité ontologique de l'individu et de la société. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que l'individu, pour exister, il a besoin d'être dans une société. Et la société, pour exister et être cohérente, a besoin d'individus. Et ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on est très profondément, dit autrement, on est très profondément des êtres politiques, des êtres sociaux. Oui. Et le lien, des êtres d'amour, en fait, on pourrait le dire, hein, et le lien est plus important que la vérité. Les humains vont préférer la parité à la vérité.
Ça veut dire que tu auras beau leur montrer, en fac que ça marche pas, etc., que c'est complètement idiot, que ça détruit le système, etc. S'ils perçoivent que s'ils mettent le masque, ça les maintient en société, ils maintiendront le masque pour rester en société. Ils préfèrent la parité à la vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu veux inverser les choses, il faut proposer une autre façon de faire société. Il faut accueillir, en fait, celui que tu détaches. Si tu ne l'accueilles pas dans autre chose de désirable, eh ben, il voudra pas se détacher, quoi qu'il arrive. Il se cramponnera même. Et il surjouera le truc et il cherchera à t'éliminer parce que tu cherches à le détacher de quelque chose. Donc, il y a cette idée-là de respecter l'écologie de la personne, de respecter l'autre. Et là, on parle plus du pouvoir, on parle des autres dans la rue, on parle des autres à l'école, on parle des autres dans les parents d'élèves, on parle des autres qui sont autour du restaurant qui veut s'ouvrir. C'est respecter l'écologie des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire avec leur peur et accepter l'idée que tu les convaincras pas. C'est Thomas Dansbourg qui dit ça. Il y a personne qui a envie d'être un convaincu. Et donc, et moi, dans mon expérience, jamais après une discussion, il y a quelqu'un qui a fait waouh, grâce à toi, j'ai vu la lumière, j'ai changé d'avis complet. C'est jamais arrivé, si tu veux. Et donc, je sais que ça ne peut pas arriver, que tu peux juste semer des graines, les arroser, mettre les conditions qu'il faut, espérer que ça vienne. Et que une des façons de mettre les conditions pour que ça vienne, c'est de créer un biotope dans lequel ce soit désirable. Qu'est-ce que je veux dire par là pour l'histoire des masques? C'est que si vous êtes en groupe à pas avoir de masque, à vous serrer dans les bras, à avoir des minots qui jouent entre les pattes et qui rigolent à la sortie de l'école, et que vous dites rien aux gens, vous faites juste ça. Mais vous le faites en étant suffisamment nombreux pour que justement il y ait un rapport de force. C'est-à-dire que d'un coup, il y a deux réalités qui se mettent face à face. Pas une réalité face à une personne qui va broyer la personne. Si vous êtes tout seul avec le masque, vous êtes broyé, quoi. Donc vous venez à 20, et y compris si c'est pas l'école de vos enfants, c'est pas grave, vous êtes regroupés entre citoyens, et vous venez là. Et vous montrez ça. Rien que ça, il y a des gens en face qui avaient le masque et qui croyaient pas, qui vont faire bon, ouais, ça, et puis qui vont venir vous faire la bise pour dire bonjour et qui vont, et ils vont revenir dans la norme. Mais il y en a d'autres quand même, enfin, comme ça. Et là, vous allez sentir que eux, ils sont tenus par une histoire narrative qui est fausse, quoi. Et ceux-là, peut-être qu'il va falloir accepter le fait qu'ils voudront pas, quoi, qu'ils seront pas d'accord, qu'ils vont vous dénoncer et tout ça. C'est pareil, il faut vous prémunir contre ça. C'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de dénonciation, il ne peut pas y avoir avoir préparé le coup, quoi. J'adore cette idée de se regrouper par. Il suffit d'être 20 personnes, juste ça montre une cohérence, un groupe de personnes qui n'est plus dans le narratif officiel, qui vit sa vie et qui est bien avec ça. Et juste montrer cette image-là aujourd'hui en France dans la rue, mais c'est hyper subversif, quoi. C'est dingue. Se prendre dans les bras, se faire la bise, être content, avoir un sourire qui n'est pas caché par un masque, c'est magique. Et ça, effectivement, quand on n'est pas tout seul à le faire, c'est extraordinaire. Une vidéo qui a été censurée sur YouTube, c'était un discours devant l'IHU où justement je disais aux gens, mais ça fait du bien que vous soyez là, c'est l'hiver, en fait, on se tient chaud les uns les autres, c'est beau, quoi, et merci d'être là, en fait. Et elle a été censurée. Donc effectivement, ce qui structure le nous, on a dit que c'était la règle, et que donc peut-être il fallait questionner les prémices qui avaient servi à établir la règle, revenir à la racine. Pourquoi est-ce qu'on a fait cette règle? Est-ce que c'est légitime? Et être bien ancré sur le fait que cette règle n'est pas légitime et donc je vais vivre autrement et que donc il faut que je restructure un nous. Mais ce qui structure le nous pour moi, c'est la joie, c'est l'humour et la beauté. Beaucoup plus que la règle. Si vous rigolez ensemble, c'est extrêmement puissant. Et donc, pour moi, il y a besoin d'artistes, de happening artistique, de happening humoristique qui accompagnent en même temps. Si votre ouverture de restaurant, elle est accompagnée d'un happening qui montre que c'est beaucoup plus que juste une personne, et ben là, d'un coup, ça devient autre chose. Des gens, ils viennent voir, ils se disent, waouh, c'est désirable. J'ai pas envie de dénoncer ça. J'ai pas envie de dire, oh là là, ils nous mettent tous en danger, etc. J'ai au contraire, peut-être même, je vais venir applaudir, je vais mettre une pièce dans le truc de l'artiste qui pouvait pas vivre jusqu'ici, quoi. Et donc, peut-être que le restaurateur, il peut faire ça, de dire, mais moi, j'ai peut-être des artistes autour de moi dont je sais qu'ils sont en train de crever, des artistes de rue, même, voilà, des gens qui jonglent, des gens qui, des ballerines, ce que vous voulez, de joli, et puis dire, ça en fait partie, quoi. L'autre chose, c'est, est-ce que on a besoin de la publication médiatique? Je pense, en fait. Mais de deux types de publications médiatiques. Vous appelez Gabin et Vécu, la chaîne Vécu, qui fait du reportage en live, en permanence, en fait, sur tout ce qui se passe en France. Et Gabin, c'est une des personnes qui coordonne ça, qui est très bien. Regardez la chaîne VECU, quoi. Vous l'appelez, vous dites, j'aimerais bien qu'il y ait quelqu'un. Parce qu'en fait, lui, il a créé une espèce de réseau de journalistes indépendants, de gens qui sont des citoyens, mais qui deviennent des journalistes, et il retransmet en streaming, en permanence, tout ce qui se passe. Ok, on va tout filmer. Le ciel a tout filmé.
et par quelqu'un qui a filmé de manière indépendante et qui garde la trace, la mémoire, qui va nourrir éventuellement le procès, s'il y en a un. C'est pas grave, ça sera une des pièces. Regardez, il n'y avait aucune violence, les gens allaient bien, ils étaient consentants. On a proposé des masques aux gens qui avaient l'air fragiles, on a mis des dispositifs pour des FFP2, parce qu'on sait qu'il vaut mieux proposer des FFP2 aux gens fragiles. Donc vous mettez des boîtes de FFP2 avec marqué « Vous êtes obèse, hypertendu, diabétique », vous mettez surpoids. Vous êtes en surpoids, vous êtes hypertendu, diabétique, servez-vous. Vous êtes les bienvenus pour regarder ce spectacle de rue. Si vous faites bien vos conneries. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Et bien, ça veut dire dans toutes ces dimensions-là. Et là, ça devient inattaquable. Et vous appelez la presse mainstream, et elle va chercher à décrédibiliser le truc. Ah, c'est dangereux, anarchiste, complotiste, je sais pas quoi, qui nous mettent en danger. Puis vous montrez, regardez, en fait, on a mis des boîtes de FFP2 pour les gens. On a mis des distributeurs de gel hydroalcoolique ou bien du savon avec un truc pour se laver les mains. On a fait des repas, on a fait ce qu'il fallait dans le restaurant pour respecter toutes les règles qu'on nous avait déjà données avant et qui avaient l'air de suffire avant, mais qui d'un coup n'ont plus suffi. Par exemple. On a aéré l'espace. Et puis vous savez quoi, on a même fait, comme on sait que au niveau nutritionnel, c'est important. On a fait un menu qui était très riche en vitamine D, en vitamine C, en zinc. Voilà, et bim, vous mettez ça face aux médias. et faire croire que ouais, c'est du bio et local. Et on a permis à l'agriculteur de vivre ici. On n'a pas acheté un truc Sodexo ou à Métro qui fait que c'est dégueulasse. Là, c'est inattaquable. Vous n'êtes plus en train de désobéir. Vous désobéissez pas. Vous créez une bulle de cohérence dans l'incohérence. Hyper intéressant. Alors là, ce que tu dis là, j'adore. Et en fait, ce que tu as dit il y a 2 minutes, ça m'a fait penser, en fait, finalement, cette réouverture et cette, entre guillemets, désobéissance, puisque c'est plutôt une recherche de cohérence, en fait, c'est presque une fête, en fait. Je fais la fête parce que je célèbre la vie, je célèbre le lien social qui est entre nous, je célèbre le fait de pouvoir manger à plusieurs et de profiter d'un moment de convivialité qui est bon pour tous. Et en plus de ça, je joue avec ça. J'en fais un jeu, quelque chose qui peut être drôle, qui peut être artistique et effectivement qui devient inattaquable puisque c'est une vraie cohérence face à l'incohérence finalement des restrictions actuelles. L'absurde et la peur, en fait, même, parce que les gens, ils ont envie de sortir de l'absurde et de la peur. C'est aussi ça qu'il faut regarder en face. Ça m'arrive aussi, hein, dans la rue, j'ai pas le masque et il y a des gens, je me dis, là, ils ont le masque dans leur voiture. Et je me dis, waouh, on est loin du compte, quoi. Info Covid, va falloir bosser, quoi. Hein. Et je suis un peu désespéré des fois. Et puis très vite, je reviens, je me dis, mais non, en fait, il souffre, en fait. Il souffre. Ouais. Et même quelqu'un qui va me parler, je vais me souvenir de, je sais pas si vous avez déjà vu Kirikou et la sorcière. En permanence, Kirikou, il dit, mais pourquoi Karaba est-elle si méchante? Pourquoi il y a des gens, ils viennent me gueuler dessus parce que j'ai pas un masque dans la rue? Pourquoi? Enfin voilà, restez loin. Je veux dire, mais pourquoi Karaba est-elle si méchante? Et à la fin, c'est le grand-père qui lui dit, parce qu'elle souffre, Kirikou. Ouais. Parce qu'elle souffre. Et donc, il faut aider les gens qui souffrent. Il faut pas ni les stigmatiser ni rien. Et vous les aider en leur permettant de sortir d'une dissonance cognitive, en sortant de la peur et en allant vers de la convivialité et tout ça. Et puis, s'il reste une peur du virus qui est un peu réelle, il y a quelque chose, je veux dire, il n'y a pas rien. Et s'ils ont des facteurs de risque, vous ne savez pas ça, vous pouvez pas prévoir à l'avance, donc il faut aussi accepter ça, que la personne dans sa voiture, peut-être qu'en fait elle a un cancer et qu'elle est sous chimio et que elle a, voilà, pour elle mettre le masque, bon, ça va, je vais peut-être pas mourir, quoi. Et qu'en fait ça rejoint une peur beaucoup plus ancestrale, beaucoup plus profonde de mourir. Finalement, le Covid, il est juste venu taper ding, comme sur une cloche ou sur un bol tibétain et faire résonner tout plein de peurs qui étaient déjà là. Donc là, je pense qu'il y a beaucoup de gens, quand ils sont avec le masque pétri, comme ça, en train de regarder partout, en fait, c'était des peurs qui étaient déjà là. C'était déjà avant. Ouais. Et ça, il faut en prendre soin parce que le masque, c'est jamais que la traduction de ça. Et vous aurez beau leur dire, mais ton masque, il sert à rien. Et dans la rue, c'est n'importe quoi. En fait, ton masque, il y a 3 semaines, là, protège de quoi, en fait? Et je suis même allé beaucoup plus loin que ça. Alors, ça a servi à certaines personnes, mais pourtant, j'avais fait une vidéo avec Denis Rancourt, moi, au mois de juin 2020, donc ça commence à remonter, où il fait une revue de la littérature scientifique sur les masques, et on voit clairement que les seules études sérieuses, c'est-à-dire des essais randomisés, contrôlés, avec résultats vérifiés à chaque fois sur les masques, pour les maladies respiratoires, on voit jamais de différence avec sans masque, que ce soit des effets ou des chirurgicaux. Allez voir les travaux de Denis Rancourt. Mais là encore, comment dire ça? Faut prendre les gens là où ils en sont. C'est-à-dire que, c'est ça. Comme je vous ai dit, ils préfèrent la parité à la vérité. En fait, ils voudront pas voir la vérité. Et vous aurez beau leur mettre sous le nez, c'est pas vrai. En fait,
Nous sommes dans un déferlement totalitaire, volontaire ou pas. Moi, je sais pas ça. Mais en tout cas, il y a un déferlement totalitaire qui est en cours. Il y a des directives qui passent à l'école où on demande aux enfants de dénoncer leurs parents si jamais ils avaient un discours qui serait pas mainstream. Enfin, effrayant. Vous le voyez, le déferlement totalitaire, là, vous acceptez de le voir ou pas? Mais justement, il y a des gens qui acceptent pas de le voir parce qu'ils pensent que ce raidissement du pouvoir, en fait, ça va maintenir les choses, quoi. Ça va éviter de partir vers l'inconnu. Bon, la réalité, c'est qu'on est en train de partir vers l'inconnu quand même, et tant mieux. C'est une très bonne chose. Moi, je suis très optimiste en fait. Je pense que cette crise, elle est non seulement nécessaire, mais elle est utile. Elle est utile si vous en faites quelque chose de bien. L'autre truc, c'est que vous n'avez même pas besoin de désobéir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, on a un groupe de citoyens qui nous a proposé une idée. Je ne sais pas s'ils l'ont fait encore ou pas, mais j'aimerais bien qu'ils le fassent. En tout cas, je vous soumets l'idée qui était de dire, en fait, on va dire à un restaurateur, on va se mettre à 200, 300 citoyens, on va dire à un restaurateur, OK, on va te faire passer l'hiver, on va te faire passer le Covid, tu vas survivre. Nous, ce qu'on te demande, c'est d'être en bio, local, de saison, avec des prix corrects pour les agriculteurs, et puis un prix correct pour nous et un prix correct pour toi, pour que tu fasses ta marge, que tu payes tes gars et que ça aille. OK? Mais le but, c'est pas de devenir multimilliardaire, c'est pas d'avoir un Porsche Cayenne ou je sais pas quoi. Non, c'est juste avoir ce qu'il faut de pouvoir, et ce qu'il faut d'argent, et surtout ce qu'il faut de bonheur et de liens. Donc, on se met à 300 citoyens, et ce qu'on te propose, c'est de faire on fait des abonnements, comme dans les AMAP ou comme dans les paniers, vous savez, les paniers de légumes. Hein. C'est-à-dire, on te garantit, quoi qu'il arrive, que tu vas faire tant de repas par jour. On te dit sur un mois. Donc, la famille machin, elle te prend 5 repas le samedi. L'autre famille machin, elle t'en prend 3 fois 5 repas. Voilà. Et on te fait un abonnement comme ça où tu sais ce que tu dois produire, tu sais ce qu'on attend. Et on te fait monter en compétence, c'est-à-dire que ton resto qui achetait des trucs métro à vil prix, avec des légumes qui venaient du fin fond des serres d'Almeria, des trucs transformés chez Sodexo, bourrés de saloperies de l'agro-industrie, d'un coup non, en fait, là tu nous prépares des choses qui sont bonnes et qui nous mettent en bonne santé. Donc, et tu pourras le garder après ça. Ce sera quelque chose, tu vas pouvoir le valoriser en fait. L'autre chose, c'est que ok, on parle d'argent, mais si ça se trouve, on peut parler de troc, d'économie locale. Pourquoi Monsieur CB te racle X% de ta marge chaque fois qu'il y a quelqu'un qui met sa CB chez toi? C'est quoi cette histoire en fait? Quelle légitimité ça a, cette histoire de monnaie dette virtualisée? En fait, ça n'a aucune. C'est juste de la mafia quoi, qui te pompe ton pognon quoi. Et c'est un hold-up. Donc, est-ce que tu peux sortir de ça? Bon, alors il y a différents moyens. Si on peut mettre en place une monnaie locale, tant mieux, c'est super bien quoi, comme l'Olifant à Chambéry, comme ou des monnaies libres comme la June. Tant mieux, mais même sans aller aussi loin, parce que tout le monde n'a pas envie d'aller aussi loin, on peut juste dire, mais est-ce que l'agriculteur, tu peux payer en partie en repas? Est-ce que ça peut être du troc? Vous mettre d'accord? Et déjà, tout ça, c'est défiscalisé. Ça n'apparaît nulle part. Est-ce que tu peux payer tes livreurs? Parce que là, on va être surtout sur de la livraison, quoi, globalement. Et si t'as pas le droit de livrer, c'est pas grave. T'as pas besoin d'être un restaurant. Vous t'avez pas la mention vente à emporter. Ok, on crée une assoce. Et on se met dans autre chose. On va créer une association là pour faire ça. Juste, on va utiliser ta compétence. On n'a pas besoin du non restaurateur, on s'en fout. Continue à racler les aides de État si tu veux pendant ce temps, c'est pas grave. Voilà. Ah oui, ça sera un système parallèle du coup. C'est ça? Voilà, un système parallèle. Pourquoi pas? Si c'est possible avec le système juridique normal, tout va bien. Si c'est pas possible, faut créer le système, le cadre de droit qui fait que c'est possible. Et qui fait que c'est possible comme il faut, quoi. Voilà, ça doit devenir une cantine pour qu'on soit à plus de 6. Bon, c'est une cantine, ça va, une cantine, une cantine d'entreprise. Moi, je vous fais une assoce de cantine d'entreprise. Et vous n'aurez pas besoin de s'appeler resto puisqu'on doit fermer les restos. Mais les cantines d'entreprise, elles sont pas fermées. Je sais pas où ça en est, ça, hein, mais il faudrait vérifier. Okay. Voilà, où je veux en venir, c'est vous pouvez créer une bulle de cohérence qui en plus vous fait monter en compétences et aller vers le monde que vous désirez. Moi, en l'occurrence, un monde où les gens sont payés leur juste salaire, où on peut échapper à de la fiscalité oppressive, où on peut échapper aux multinationales de la data et bancaires. Ça me semble désirable, quoi. C'est-à-dire qu'on n'essaye pas de revenir comme avant, on essaye d'aller vers un monde meilleur que ce qu'il y avait avant, en fait. C'est une opportunité, c'est ça. On considère que la crise, en fait, est une occasion de voir des problèmes qu'il y avait déjà. C'était déjà pas normal de filer la moitié de votre pognon pour de la fiscalité indue. C'était pas normal de filer la moitié de votre pognon je dis la moitié, hein, on se comprend, à des officines financières à Hong Kong, voilà, parce que c'est HSBC. C'était pas normal de nourrir les gens avec des choses qui les rendent malades, alors que, là, je prends l'exemple des restaurateurs, hein, mais
Alors, je voudrais juste citer un autre exemple qu'une personne a mis comme commentaire, qui dit que Dolores Cahill, je crois que c'est une chercheuse en Irlande, a trouvé des moyens de voyager et traverser des frontières librement. Il me semble qu'elle propose de carrément créer une nouvelle compagnie aérienne, Freedom Airways, où les gens viendraient sans masque, il n'y aurait pas de vaccin, pas de passeport vaccinal, et ça irait dans des pays qui ne réclament rien du tout, notamment le Brésil et la Tanzanie, par exemple. Exactement. Et comme le marché va s'ouvrir et qu'on va voir qu'en fait, il y a une manne potentielle très importante, eh ben, on crée le possible. Ouais, tout à fait. Mais en fait, on y avait pensé déjà. Ce serait sympa qu'elle l'ait fait, ou qu'elle en parle. Sans projet, en tout cas, oui. Parce qu'après, il faut le faire. Voilà. Il y a une fois qu'on a préparé, il faut le faire. Donc, les étapes pour moi, c'est se mettre en lien, définir la bulle de cohérence qui va bien autour de l'action, et puis la mettre en œuvre dans la matière et accepter de se transformer aussi dans l'interaction avec la matière, quoi. Ouais, ok. Et sinon, au quotidien, alors je pense aussi à des parents, parce que j'ai reçu des messages de parents qui me disent, moi, mes enfants, ils vont à l'école, le masque obligatoire, c'est compliqué, ils ont mal à la tête. Moi, c'est ce qui se passait avec ma fille aînée, parce que je suis parti avant les vacances de Toussaint. Fille aînée qui est au collège, elle pleurait quasiment tous les soirs parce qu'elle avait trop mal à la tête à cause du masque. Alors qu'on l'avait un peu aménagé, on avait retiré des épaisseurs et tout. Et bon. Et malgré ça, elle avait quand même mal à la tête parce qu'elle respirait pas correctement, tout simplement, ce qui paraît logique, hein, au bout de 10 heures sans avoir le droit de retirer le masque. Et qu'est-ce qu'ils peuvent faire ces parents par rapport à ça? C'est quoi les idées qu'on pourrait mettre en place dans les écoles où malheureusement, on a l'impression que la très grande majorité des enseignants collaborent finalement, fait respecter ces règles-là, et c'est très très dur pour les parents et pour les enfants. Ouais, c'est un vrai sujet, hein. Pour moi, c'est une des choses qui m'a fait rentrer en résistance, en fait. Petit à petit de résistance, on s'est dit, on est les gardiens du vivant, quoi, hein. Maintenant, c'est plutôt comme ça qu'on se voit. Essayer de garder le vivant en nous et autour de nous, dans une culture de mort incroyable et dans une extraordinaire banalité du mal. Ça, c'est une phrase de Hannah Arendt. Hannah Arendt, elle fait un livre qui s'appelle Eichmann à Jérusalem, où elle raconte l'histoire de Eichmann. Adolf Eichmann, c'est un ingénieur nazi, je suis même pas sûr qu'il soit ingénieur, un technicien nazi qui est en charge de la logistique des trains pour les camps de la mort. Et puis bon, il s'enfuit à la fin de la guerre, il part en Amérique du Sud, comme beaucoup de nazis, et donc il échappe un peu aux purges immédiates, mais il est rattrapé par Tsahal, l'armée israélienne, dans les années 60, à la fin des années 60, et il le ramène à Jérusalem pour faire son procès. Et c'est un procès médiatique, retentissant, en fait, où il y a les caméras, il y a tout le monde, etc., les journalistes, parce que le but d'Israël à ce moment-là, c'est de montrer que le nazisme, c'est le mal. Sauf que, au fur et à mesure des interrogatoires, Eichmann, c'est juste un pauvre con, quoi. C'est juste un gars lambda, quoi. Il est même pas vraiment méchant, en fait. Et il le dit lui-même. Moi, je voulais juste que les trains arrivent à l'heure. Et elle a cette phrase qui est une déflagration dans l'histoire de la philosophie morale. Elle parle de l'extraordinaire banalité du mal. C'est ça. Et donc, aujourd'hui, vous avez des gens qui sont dans cette extraordinaire banalité du mal et qui sont incapables de voir où vont les trains. Ou qu'est-ce qu'on fait quand on est en train de masquer les enfants? Où est-ce que ça nous emmène? Et qui ne veulent pas le voir. Sinon, ça les mettrait dans une dissonance cognitive trop lourde. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Déjà, on peut regarder qu'il y a une extraordinaire banalité du bien. C'est-à-dire qu'il y a aussi des résistants. Il y a aussi des grains de sable dans l'engrenage. Il y a aussi des gens qui acceptent de voir la vérité et la réalité. Ça, c'est l'expérience de H. Je sais pas si vous connaissez. C'est on met trois traits sur une feuille et on dit aux gens et un trait sur une autre feuille. Et puis il y en a deux qui sont pareils. Là, c'est ceux-là. Et on leur dit mais c'est lesquels qui sont pareils? Et on met deux gars en blouse blanche qui disent non, c'est ceux-là qui sont pareils. Et il y a 80% des gens qui vont dire ah bah oui, c'est ceux-là, ouais. Alors que c'est pas vrai. Et puis vous avez quand même 20% des gens, c'est les gardiens, ça s'appelle, les gardiens, ils vont dire non, c'est ces deux-là, c'est les deux index là. Quoi qu'on leur dise, eux ils sont chevillés à la vérité, à la réalité, quoi. Et donc il y en a 20%. Donc déjà vous pouvez vous estimer heureux, en fait, il y en a 20% qui sont dans la réalité. Le tout, c'est qu'ils se trouvent et qu'ils se mettent ensemble. Parce que là, ils seront toujours beaucoup plus influents que les autres. Et dans les expériences, la plupart du temps, un gardien tout seul, il se fait défoncer, effectivement, par le groupe qui va chercher à s'en débarrasser. Ça les met en dissonance. Mais à partir du moment où ils se groupent ensemble, c'est les gardiens qui gagnent. Et c'est ça dans l'histoire. Ça a toujours été les gardiens qui gagnent. Donc, soyez confiants dans le fait que les gardiens vont finir par gagner. Et donc, allez trouver les gens qui sont d'accord avec vous avant d'essayer de convaincre des gens pour les écoles, je pense. Ouais. Allez trouver les gens qui ont un doute. Les gens qui pensent qu'il y a quelque chose qui va pas. Et fédérez-vous, mettez-vous ensemble, en fait. Toujours cette histoire de souffler sur les braises et de se mettre en lien et de créer un petit feu et petit à petit de le faire grossir, de le nourrir. Et commencez par quelque chose de très pacifique, quoi. Juste à la sortie de l'école, vous êtes ensemble sans masque, etc. Vous le montrez. Puis vous dites bien ostensiblement aux enfants, ah, enlève ton masque, mon chéri, voilà, ce truc-là te rend malade. C'est tout.
Puis le jour d'après, vous revenez à plus nombreux encore. De plein d'écoles différentes. Vous l'organisez, vous êtes organisé sur cette démonstration-là. Et puis là, vous allez voir, vous allez discuter juste en donnant un tract Réinfo Covid sur le match chez l'enfant, ou un autre tract, je m'en fous, moi, Réinfo Covid n'a pas besoin d'être partout. Mais bon, on a travaillé là-dessus, on a tout un groupe de pédiatres qui travaillent là-dessus sur les conséquences catastrophiques chez l'enfant. Et ben, vous donnez le tract aux gens en disant, mais voilà, moi j'ai envie de te partager ça. Et c'est tout. Puis le jour d'après, peut-être, vous dites, tu sais, j'ai vraiment envie de te dire quelque chose, et vous parlez au jeu. En communication non violente, on parle au jeu, en souveraineté. Si vous dites à l'autre ce qu'il doit faire, dites t'es un gros con, tu vois pas que tu rends malade mon fils, il y a toutes les chances que vous alliez dans le mur, à l'évidence. Si vous dites, moi, tu sais, là, quand je vois mon enfant avec le masque, je sais que ça le rend malade et que ça le met pas bien, et je suis pas à l'aise avec ça. Est-ce que tu serais d'accord d'en parler? Juste qu'on en parle. Et vous voyez ce qui se passe. Soit la porte est complètement fermée, et ça va pas, et souvent ça veut dire que ça va pas sur votre posture. C'est-à-dire vous arrivez quand même à essayer pour forcer l'autre. Si vous arrivez vraiment dans une posture de non-violence humble, pas basse, c'est pas une posture basse, c'est une posture, je suis centré, je sais ce que je veux, et je te dis ce que je ressens, et je te dis ce dont j'ai besoin. Moi, tu sais, j'aimerais bien que les enfants ils puissent aller à l'école correctement et qu'il n'y ait pas de problème. Et là, vous avez peut-être une porte, l'autre va dire, ah ouais, si seulement le Covid pouvait s'arrêter. Peut-être que vous allez dire, mais peut-être qu'il y a d'autres moyens. Peut-être que même avec le Covid, on peut faire avec. Tu sais, moi, j'ai lu que les enfants, en fait, ils sont pas malades, ils sont pas vecteurs. Et voilà. Donc là, c'est les parents d'élèves. C'est très important, les parents d'élèves, mais c'est vraiment, à mon avis, presque un deuxième boss de fin de niveau. Parce qu'avant tout, c'est vous-même, quoi. Déjà, au sein du couple, dans plein de couples, c'est pas clair. Ah ouais. Le couple, c'est tendu. Il y a des gens qui veulent suivre, et puis il y a la femme ou le mari qui, lui, il veut pas suivre. Et ça crée des super tensions, quoi. Donc déjà là, dans le couple, c'est hyper dur. Et d'être en paix avec ça, et voilà. Ensuite, ça à tous les niveaux. Aller travailler avec la maîtresse, dire est-ce que je peux te parler? J'ai l'impression que ça rend malade mon fils. Tu sais, t'es importante pour moi, t'es importante pour mon fils ou ma fille, mais moi j'ai vraiment l'impression de lui faire du mal. Tu sais, j'hésite même à le retirer de l'école. Est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Et puis là, vous allez voir, elle, ses motivations. Soit elle a peur d'être malade, c'est possible. Peut-être que vous savez pas, mais qu'elle a des maladies, qu'elle est personne à risque. Bah, très bien, vous arrivez encore une fois avec une boîte de FFP2. Vous lui dites voilà, moi j'ai ce qu'il faut pour qu'il soit pas malade. T'as pas besoin de masquer mon fils en fait pour ça. Et puis après, vous arrivez sur une proposition négociable. Est-ce que tu serais d'accord? Parce qu'elle va vous dire ouais, mais c'est mes tutelles, ils me disent qu'il faut faire ça, etc. Et là, tu dis mais est-ce que tu serais d'accord qu'ils le mettent juste sur le menton? Et puis voilà, ça va, bien sûr eux. Ouais, mais elle va dire ouais, mais là c'est les autres enfants qui vont dénoncer, etc. D'accord. Est-ce que tu serais d'accord qu'on discute avec tous les parents d'élèves de la classe et qu'on essaie de se voir pour discuter de ça? Et petit à petit, en fait, de proche en proche, vous allez voir si vous pouvez y aller, si vous pouvez tâter le terrain. Puis vous allez voir qu'à un moment, peut-être ça se raidit. Et quand ça se raidit, peut-être qu'il faut monter le rapport de force. C'est-à-dire que là, devant l'école, vous allez non seulement arriver avec 20 parents, mais vous allez prendre 3 médecins. Et vous allez prendre 2 avocats. Et là, vous dites, c'est possible, là, pour la réunion de parents d'élèves, j'ai ramené 3 médecins et 2 avocats. Voilà, on discute. Ouais. Là, ça change un peu l'ambiance. Vous devenez plus. Et nous, les médecins du collectif, ils sont là pour ça. Ils sont là pour aider les collectifs locaux, pour aider les parents d'élèves à faire cesser cette perversion qui est de mettre des masques aux enfants. Vous sentez que j'ai encore de la colère en moi sur ce sujet-là. Et pourtant, j'essaye vraiment de la juguler, d'aller vers du courage. Parce que j'ai vraiment l'impression de faire du mal à mes enfants. C'est clair. Ouais. Et, donc, arriver à se pacifier là-dessus, puis monter en puissance dans le rapport de force. Et à la fin, vous allez, ça y est, la maîtresse, les parents d'élèves, c'est OK, mais la directrice, c'est pas OK. OK, ou le directeur. OK, on fait la même chose avec le directeur. On va commencer à parler avec lui. Et vous lâchez pas l'affaire. C'est tous les jours. Vous lâchez pas l'affaire, en fait. C'est pas une fois toutes les 2 semaines. Non. C'est tous les jours. Tous les jours, est-ce que tu veux bien qu'on en parle? Tous les jours, il est revenu, tu sais, j'ai l'impression que ça lui fait du mal, en fait. Il est triste, il est malheureux, et c'est pas moi. Moi, j'essaie d'être dans la joie et tout ça. Et puis, en plus, là, j'ai rajouté un article, je te le ramène. Et dans le contact réel, vous le faites, vous prenez ce temps-là, en fait. Si votre enfant est important pour vous, vous prenez ce temps-là sur le reste. Ça veut dire que là, il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien de plus important ici et maintenant. Pourquoi est-ce que on se réunit sur Zoom jusqu'à 1h du matin? Pourquoi je fais 50 interviews par jour? Je sais pas quoi, je fais pas 50 interviews, mais ça fait vraiment un planning difficile avec une vie professionnelle difficile, avec une vie familiale difficile. Pourquoi je fais ça? Moi, je n'ai pas d'enjeu d'ego. En fait, je m'en fous, quoi. J'ai jamais voulu être professeur, jamais voulu diriger quoi que ce soit. Non, je le fais parce que je pense qu'il y a un appel, en fait, ici et maintenant, à le faire. Il n'y a rien de plus important. Si je ne fais pas ça, je ne pourrai pas me regarder dans la glace dans 10 ans, ou même dans 1 an. Donc, il faut que je le fasse, en fait.
Et il y a même pas de discussion, quoi. Et Ouais, donc, juste la question, après, c'est est-ce que j'accepte de me rendre disponible? Et en fait, c'est la clé. Ce que vous demandez à l'autre, là, c'est de quitter sa zone de confort, de quitter son groupe social, de quitter sa vie comme elle était et son confort. Mais il faut accepter de le faire déjà soi-même. Il faut déjà se dire, mais moi, ça y est, je quitte ma zone de confort. Je suis en instabilité par rapport au groupe social. Et comme je suis dans cette instabilité-là, tu sais quoi, j'ai recomposé un groupe social de gens avec qui je suis d'accord. Et en fait, ça fait du bien. Je me sens vachement bien de, ouf, enfin, avec des gens de pouvoir dire, mais bon, on arrête le délire là. Et nous, ça nous fait du bien. En fait, Réinfo Covid, c'est hyper thérapeutique déjà, d'abord pour nous. En fait, avant même de réinformer qui que ce soit, c'est tous les gens. Merci, quelle bulle d'oxygène, quoi. D'enfin pouvoir discuter avec des gens où on a l'impression qu'on peut faire société ensemble. Et puis une fois que cette société elle est assise sur des règles du jeu qui sont claires, et ben ça y est, elle peut commencer à aller essayer de faire société avec d'autres gens. Et c'est pour ça que je le redis maintenant, j'en profite. Mettez sous la vidéo où vous êtes, parce que je pense que c'est un super moyen de vous rentrer en contact. Vous mettez le nom de votre ville, votre département, votre région ou votre pays, parce que je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent pas forcément que en France. Et c'est une super chose de se regrouper, de vous rendre compte que vous n'êtes pas seul. Aujourd'hui, on est divisé et c'est avec l'union qu'on va réussir à faire changer les choses, je pense. C'est essentiel. Sur les expériences sociologiques, c'est qu'on est 20% de la population. C'est énorme, en fait. Ça peut tout à fait tout bouleverser, en fait. Il suffit juste de se rejoindre. Et c'est ce qui est en train de se passer. En fait, dans Réinfo Covid, il y a tout un cercle. Donc, on a pas mal de cercles. On est dans une gouvernance très organique, assez alternative, qu'utilise la gouvernance partagée, en fait. C'est une expérimentation, c'est pas tout confort, ça frotte à plein de moments, etc. Mais c'est hyper intéressant comme expérience humaine. Vraiment, on fait une espèce de société alternative dans la société, avec des règles de partage du pouvoir, des règles de prise de décision qui sont assez novatrices. Et il y a tout un champ qui est le lien au collectif. Et l'idée, c'est que les gens tout seuls, on les aide à trouver un collectif à côté de chez eux. Et les collectifs, on les aide à se donner à voir les uns aux autres ce qu'ils font et ce qui marche et ce qui marche pas, etc. Et il y a une carte en fait sur le site www.reinfocovid.fr. Je crois que c'est dans l'onglet comment agir ou j'ai envie d'agir. Il y a une carte en fait de tous les collectifs locaux avec le nom des coordinateurs, leur numéro de téléphone, leur mail. Donc vous pouvez retrouver. Et sinon vous pouvez écrire à mettre en lien ou mise en lien. Enfin il y a un truc pour écrire quoi. Mettre en lien @reinfocovid.fr. Ok. Et voilà, ça fédère beaucoup de monde avec l'idée que ces collectifs, ensuite, ils vont avoir des médecins avec eux. On est dans une histoire sanitaire. Et donc, à un moment, la parole du médecin a une légitimité, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça. Et puis, avec des avocats aussi, parce qu'en fait, on est en train de bafouer l'état de droit de tous les côtés. C'est-à-dire que si vous prenez vraiment la hiérarchie des normes, etc., le bloc constitutionnel et tout, bah, on est dans du n'importe quoi, mais n'importe quoi de chez n'importe quoi. Hein. Ok. Bon, bah écoute, super. Alors, je vais peut-être regarder s'il y a des questions peut-être particulières qu'on aurait, ou bien tu as peut-être toi des questions qui te viennent auxquelles on n'aurait peut-être pas répondu. Un truc qui est bien simplement, c'est vous reproposez une société, mais c'est pas facile. Personne n'a dit que c'était facile la résistance. Ok, c'est pas facile. C'est pas facile. Pourquoi? Parce que d'emblée, dès que vous recomposez une société, qui a des enjeux quelque part un peu de partage du pouvoir, des responsabilités, tout ça, rejaillissent les pervers paranoïaques. Et l'ego. Et donc là, vous avez besoin d'emblée de mettre des règles du jeu sur votre micro-société que vous créez. C'est-à-dire, quelles sont les raisons d'être? Pourquoi on est ensemble? Qu'est-ce qu'on cherche à faire? Si vous voulez effondrer toute l'histoire du Covid, non, il y a des chances que ça marche pas. Qu'est-ce qu'on cherche à faire? On cherche que dans cette école-là, ça s'arrête, le masque. On cherche à aller voir le recteur d'académie. On cherche à aller voir le préfet. Définissez ce que vous voulez faire, mais vous devez le définir. Parce que si vous avez bien défini votre raison d'être, ensuite, vous pouvez définir vos objectifs opérationnels et y aller. Alors que si vous êtes dans du grand flou, genre ouais, il y en a marre, ok, il y en a marre quoi. Vous pourrez gueuler ensemble, il y en a marre dans la rue, mais ça changera rien. Le pouvoir n'aura juste rien à faire. En plus, il vous a interdit de vous réunir. Donc de toute manière, voilà. Être structuré et opérationnel. Et l'idée de raison d'être, c'est pourquoi la matière a besoin de vous, pourquoi le monde a besoin de vous. Et c'est un peu comme dans les entreprises, vous savez, le motto quoi, le slogan. Donc nous, vous vous souvenez, là, 4 raisons d'être, sortir de la peur de Réinfo Covid, infléchir la politique sanitaire pour que ce soit plus juste et plus proportionné, rouvrir l'espace du débat démocratique et scientifique et mettre en lien tous ceux qui veulent agir. Et nous, tant qu'on est raccord avec ces 4 raisons d'être, en fait, on ouvre, on grandit, on fait ce qu'on veut. Et ça nous structure vachement d'avoir ça. Parce que s'il y a quelqu'un qui nous dit d'un coup, non, mon but c'est de prendre le pouvoir à l'Assemblée, non, c'est pas. Ok, on veut infléchir la politique sanitaire, mais on n'a pas dit on veut prendre le pouvoir. Peut-être vous voulez prendre le pouvoir, ok, soit, c'est un but en soi. Voilà,
Voilà. Et la posture derrière. La posture derrière, c'est savoir, parce que sinon vous allez vous écharper là-dessus aussi. Est-ce qu'on est violent? Est-ce qu'on n'est pas violent? Est-ce qu'on casse du matériel? Est-ce qu'on casse pas du matériel? Parce qu'il y a des gens qui, voilà, leur choix, ça va être la 5G. Et là, la 5G, va falloir savoir où est-ce que je tape, quoi. Où est-ce que je touche? Vous pouvez imaginer des choses où vous démonteriez, voilà, c'est puni par la loi, mais ok, est-ce que c'est jouable, quoi? Mais dans ce cas-là, précisez-le, dites c'est ça notre but. Parce que là, par exemple, si vous voulez infléchir la politique sanitaire et sortir les gens de la peur, vous pourriez vous dire éteindre la télé, et d'une manière ou d'une autre, éteindre la télé et diffuser des programmes, ça fait partie du jeu, quoi. Donc nous, on diffuse des programmes, par exemple, et on essaye de devenir interstitiel dans le net pour que tout le monde ait vu ma gueule, tout le monde, je sais qu'en Covid, tout le monde voit les autres porte-paroles, petit à petit, créer d'autres porte-paroles, etc. Et qu'à la fin, voilà, de toute manière, le message, il est là, que vous vouliez ou non, que vous le censuriez ou non, en fait, tout le monde reply, quoi. Et donc ça, ça fait partie de ce qu'on veut faire. Hein. On appelle ça la guerre de l'information. Hein. Mais clairement, c'est reprendre la parole, c'est dire arrêtez de nous empêcher de parler et de nous couper la parole. Et voilà, donc ça, on le fait, quoi. Ok, super. Et tu disais, et je pense qu'il faut peut-être rappeler ça aussi, je vais le redire d'une façon peut-être hyper simple là, c'est qu'il y a un gros travail sur soi aussi. En fait, cette crise nous fait faire un travail sur nous énorme de positionnement, de communication, d'interaction avec les autres et de révision de nos valeurs. Enfin, c'est assez balèze en fait ce qui se passe en ce moment. C'est énorme. En fait, on est dans un moment d'individuation, c'est-à-dire de capacité à devenir enfin le héros de sa vie, quoi. Et le héros d'un nous qui fait sens, pas à dire prod dans une entreprise qui cherche à faire du profit, quoi. Tout le monde s'en fout en fait maintenant de ça, à faire des diagrammes de Gantt dans des réunions jusqu'à pas d'heure. Bon, quand est-ce que je fais quand est-ce que je fais un truc qui a du sens, quoi. Et cette quête de sens, c'est pareil, elle est pas neuve, elle vient d'avant la crise du Covid. Et donc là, c'est une occasion qui nous est donnée. Et comme d'habitude, la crise, c'est une occasion qui nous est donnée. Moi, je peux vous citer juste un truc qui s'appelle la Horde du Contrevent de Alain Damasio. La Horde du Contrevent, c'est l'histoire d'un groupe qui est né pour ça. Et ils sont tous très individués, ils sont différents les uns des autres. Il y a le Golgoth qui est devant, il y a des filles assez frêles derrière, mais qui sont agiles et tout ça. Et elles doivent remonter au vent pour aller au bout du monde. Mais toujours contre le vent. Ils n'ont pas le droit ils doivent marcher contre le vent, quoi. Et donc, il y a des bourrasques, il y a plein de types de vents différents, ils se prennent des cailloux, ça les ponce jusqu'à l'os, quoi. Et il est question qu'ils n'y arrivent pas, quoi. La plupart du temps, ils pensent que leur quête est vouée à l'échec. D'autant qu'ils voient des gens qui trichent, qui passent en bateau à voile, etc. Enfin, donc, mais eux, ils doivent remonter au vent et ils se font poncer au passage. Et qu'est-ce qui les tient? C'est d'être un pack. Ils appellent ça le pack, Alain Damasio au passage. Le pack, c'est on se met ensemble, on se groupe, on baisse la tête et on attend que ça passe. C'est la meute, je crois, en anglais. Le pack. Ouais, la horde. La horde, ouais. Oui. Et donc cette horde là, c'est ça. C'est vous êtes individué, vous êtes vous et vous êtes en lien avec les autres et vous vous serrez les coudes et vous vous faites poncer jusqu'à l'os pour trouver le diamant qui est à l'intérieur de vous. Et en fait, c'est une chance qui est donnée, quoi. Moi, j'ai perdu 8 kilos, quoi. C'était super nécessaire. Quelque part, voilà, on peut sortir le pire ou le meilleur, en fait. Il y a des gens qui sortent le pire, là, hein. Ils sont sur Internet en train d'envoyer des messages. Ils se mettent en meute, eux aussi, quoi, pour essayer d'aller mordre tous ceux qui seraient pas d'accord avec le système. Bon, ok, il y a eu des SS, hein, c'était pareil, quoi. Des gens qui étaient frustrés, et qui vont venir essayer de faire des pogroms, quoi. Bon, ok. Soit, quoi, on est dans un aikido, c'est eux qui vont tomber, hein. J'ai aucun doute là-dessus. Mais vous pouvez sortir le meilleur de vous-même. Et le meilleur de vous-même, c'est pas d'aller, si on revient à l'idée de désobéissance civile, qui était le cœur, hein, c'est pas d'aller taper contre le système, d'aller essayer d'envoyer des briques dans un système où c'est voué à l'échec. Non, c'est d'aider le système à s'auto-effondrer, parce qu'il est en train de le faire, en fait. Et puis d'avoir créé tout ce qui était possible d'autres, quoi. Moi, j'ai déjà vu ça, hein, des arbres qui sont en train de mourir, et puis un autre arbre qui est en train de pousser à l'intérieur. Et l'arbre, il continue à mourir d'un côté, puis un autre arbre qui est en train de pousser, et puis il se serre, il s'appuie, en fait, ses premières branches, elles s'appuient sur la structure qui reste encore un peu de l'arbre d'avant. Super. Écoute, moi, ça me va comme super image pour la fin. Il y avait énormément de monde. Je voulais juste dire que dans une demi-heure, j'enchaîne avec Stéphane Thurillon, un autre live. Donc Stéphane Thurillon, c'est le restaurateur qui a lancé ce mouvement du 1er février, donc qui veut rouvrir son restaurant dans le Jura, pardon, pas dans le Jura, dans le Doubs, pardon, et qui a pas mal de restaurateurs qui suivent, qui veulent faire la même chose. Et donc, on va voir tout ce que tout ce qui va se passer dans ces prochains jours. On est vraiment dans une période charnière. C'est très courageux. Moi, je salue l'initiative. Voilà,
et puis c'est plus facile d'être de loin et de juger que de celui qui est dans le jus, quoi. Hein. C'est sûr. Et peut-être ces petites choses-là, d'accompagner en fait la réouverture de plein d'autres choses qui étaient nécessaires dans notre système, de beauté, d'art, de partage, de moments de convivialité, de musique, de respecter les règles aussi de sanitaire si c'est possible, voilà, de montrer qu'en fait on peut vivre tout ça en même temps, que c'est pas un problème. Et donc là, on est parti non pas sur une confrontation violente avec un système qui est en train de s'effondrer, mais vers la création finalement d'un monde meilleur qui va reposer sur des valeurs qu'on va décider et qui va se construire en parallèle d'abord et après par-dessus finalement ce qui est en train de s'écrouler, c'est ça? Ouais, et puis en plus l'écroulement là, l'effondrement. Bon, moi vous avez compris que je suis collapsologue, hein, mais je suis collapsonaute en fait, c'est-à-dire que je navigue l'effondrement. Je considère qu'il faut le naviguer et pour aller vers un monde de paix, quoi. C'est le déluge et là-bas il y a une île avec un rameau d'olivier et voilà, donc c'est tout. Il faut y aller, quoi. Et la traversée sera pas sans heurts. Donc on est encore en train de construire le bateau, hein, et l'eau tombe et il y a encore des gens qui pensent que ils vont pouvoir rester sur place. Mais non, pas du tout. Et donc ouais, non, voilà, je suis pas forcément plus que ça, mais c'est juste cet effondrement, il nous dit ce dont on a besoin. C'est-à-dire que les choses, là, on est en train de bafouer la parole, mais on a besoin de liberté d'expression, c'est un besoin fondamental en fait. On a besoin d'une parole de vérité, de justice parce qu'en fait la parole crée le monde, c'est le verbe s'est fait chair, hein, dans le prologue de Jean. Je l'ai dit au début peut-être, mais c'est hyper important la parole dans toutes les mythologies. Dans la mythologie nordique, c'est la Yundile, c'est le chant du monde qui crée le monde au fur et à mesure. Ça commence par la parole. Ça commence par l'information, quelque part. Chez les physiciens, il y a de l'information, et l'information crée de la matière. Et la matière ensuite prend sa forme. Et donc, c'est fondamental. Un discours, chez Ricoeur, c'est l'histoire narrative. Chez le philosophe Ricoeur, on raconte une histoire, et c'est ça qui dit notre histoire, qui fait notre identité. C'est même pas forcément ce qu'on vit, c'est comment on le raconte. Et bon, c'est une version philosophique, hein. Et là, c'est pareil. On a besoin d'un récit. Et ça rejoint des choses qui ont été faites aussi. Vous pouvez aller voir des hors-séries de Socialterre avec Alain Damasio. Donc ça, c'était l'avant-dernier. Et puis le dernier, c'est un avec Baptiste Morisot. Baptiste Morisot, c'est donc Alain Damasio, c'est je vous en ai parlé pour la Horde du Contrevent, mais ce serait très intéressant pour vous d'aller lire La Zone du Dehors, qui raconte l'histoire d'une résistance et de l'effondrement d'un système aussi, comme ça, dans une dystopie totalitaire techno-industrielle. Donc on est en plein dedans, quoi. Hein. Et les rêves qu'il peut y avoir derrière, les imaginaires positifs, les utopies qu'il peut y avoir derrière. Et puis vous avez Baptiste Morisot, qui est un philosophe à Aix-Marseille, qui est un type vraiment hyper gentil. Je l'ai très rarement vu moi, mais j'étais son élève en fait. Il m'a fait des cours de philo. Et il part avec les loups chaque année en fait. Donc c'est un personnage intéressant qu'il faudrait recevoir là. Il part avec les loups pour voir comment les loups vivent. Et il part 3 mois quoi, dans le Vercors, en Italie, etc. Et il en fait de la philosophie. Et son dernier livre s'appelle Raviver les braises du vivant. Rien que le titre vous dit quelque chose, quoi. Il dit, voilà, on est des vivants, en fait, sur la Terre, et on est en diplomatie les uns avec les autres, en rapport de force. L'idée d'éradiquer un autre vivant n'a aucun sens, en fait. On est là pour vivre les uns avec les autres, les fourmis, les humains avec les humains, les humains avec les arbres avec avec le ciel, avec les oiseaux, etc. Et en fait, c'est juste comment on arrive à vivre en diplomatie, quoi, justement. À échanger des égards, à être pas d'accord sur certaines choses et à les négocier, à échanger des cadeaux, à être dans l'amour, dans le partage, et finalement assez peu dans le conflit. La réalité, c'est que les autres types d'interactions sont beaucoup plus nombreux dans la nature que l'interaction conflictuelle et destructrice. Donc voilà, si vous êtes dans ce biomimétisme-là, essayez d'emprunter toutes ces voies, de dire est-ce qu'on peut être dans autre chose quoi que la destruction mutuelle. Ok. En tout cas, je pense qu'on a pas mal de pistes là, du coup, pour apprendre sur ces principes philosophiques qui sont à la base de cette reconstruction ou de cette désobéissance civile, même si le terme n'est peut-être pas parfait. Et j'espère que ça va vous inspirer, vous donner envie de vous impliquer, de faire des choses voilà, concrètement, de vous réunir, de retrouver des contacts sur place avec vous, avec qui vous allez pouvoir faire des actions et qu'on puisse tourner une page et qu'on ouvre vers quelque chose de beau et un monde meilleur. Je pense que ça va se faire. Ça va peut-être pas être très facile les prochaines semaines, les prochains mois, mais ça va valoir le coup. Hein. Ouais, la facilité, c'est pas le chemin. La vie, c'est pas fait pour être facile. La vie, c'est pas fait pour être confortable. La vie, c'est fait pour nous poncer jusqu'à l'os pour qu'on devienne meilleur. Il y a des gens qui comprennent plus tôt, qui ont déjà compris. Et il y a des gens qui devront boire jusqu'à la lie la crise du Covid pour arriver à le comprendre. Et il y a des gens qui ne le comprendront pas et qui en mourront, qui seront emportés par le déferlement totalitaire. Voilà. Le tout, c'est de pas être dedans, quoi.
Voilà. Ok. Merci beaucoup, Louis. On aura l'occasion de reparler prochainement, de toute façon. Et puis, merci à tous d'avoir été là. Et je vous retrouve, moi, dans une vingtaine de minutes avec Stéphane Turillon, normalement, si tout se passe bien au niveau de la technique. À très bientôt. Bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Merci à tous.